Bonjour à tous et bienvenue sur les Talk Paris Podcast, l'émission qui vous aide à améliorer votre français de manière naturelle et agréable. Je m'appelle Sarah. Et moi, je suis Mike. Salut Sarah, et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Salut Mike. Alors, comment se passe ta journée ? Franchement, elle a été très productive. J'ai passé la matinée à revoir des recherches très intéressantes sur l'apprentissage des langues, ce qui tombe parfaitement bien vu le sujet d'aujourd'hui. Oh, c'est parfait. Justement, aujourd'hui, on va parler de quelque chose avec lequel beaucoup de nos auditeurs ont du mal. Laisse-moi deviner. Pensez directement en français ? Exactement. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement consacré à comment entraîner votre cerveau à parler français naturellement, sans traduire en permanence dans votre tête. C'est un sujet tellement important. Je me souviens que quand j'apprenais ma deuxième langue, je traduisais tout, mot par mot dans ma tête. C'était épuisant. Oui, exactement. C'est très fatigant mentalement et ça ralentit énormément les conversations. Mais bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent. Ça n'est pas une fatalité. Exactement. Il existe des stratégies très concrètes pour réentraîner votre cerveau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait rappeler quelque chose à nos auditeurs. Oui, si vous aimez ce podcast et que vous le trouvez utile, prenez un moment pour aimer cet épisode et vous abonner à la chaîne Talk Paris. S'abonner nous aide vraiment à toucher plus d'apprenants de français comme vous et à créer encore plus de contenu pour vous accompagner dans votre apprentissage. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprend le français, partagez cet épisode avec lui. Apprendre, c'est toujours mieux quand on peut en parler avec des amis. Absolument. Bon Sarah, je suis prêt. Parlons de l'entraînement du cerveau. Parfait. Alors Mike, laisse-moi te poser une question. Quand tu traduisais tout dans ta tête, quel était le plus gros problème que tu remarquais ? Le plus gros problème, c'était le délai. Quelqu'un me posait une question et il y avait ce silence gênant pendant que je réfléchissais. Oui, parce que ton cerveau faisait un double travail. Exactement. D'abord, je devais comprendre le français. Ensuite, le traduire dans ma langue maternelle, puis réfléchir à ma réponse dans ma langue maternelle, et enfin, retraduire cette réponse en français. Ce qui fait 4 étapes, alors qu'il ne devrait y en avoir que 2. Comprendre et répondre. Pas étonnant que les conversations paraissaient si difficiles. Et tu sais ce qui est intéressant ? Beaucoup d'apprenants intermédiaires, même au niveau B1, font encore ça sans s'en rendre compte. Vraiment ? Même s'ils connaissent déjà beaucoup de français ? Oui, parce que c'est une habitude. Leur cerveau a été entraîné à passer par la traduction. Donc, il emprunte automatiquement ce chemin, surtout quand ils sont stressés ou fatigués. Donc, il faut créer un nouveau chemin dans le cerveau. Exactement. Il faut construire ce que les neuroscientifiques appellent des connexions neuronales directement en français. Des connexions neuronales. Ça sonne très scientifique. C'est vrai, mais le concept est en réalité très simple. Imagine ton cerveau comme une forêt, et tu dois aller du point A au point B. D'accord, j'imagine. Au début, il n'y a pas de chemin clair, donc tu dois te frayer un passage à travers les buissons et les branches. C'est lent et difficile. C'est exactement comme quand tu commences à apprendre le français et que tout te semble compliqué. Oui, tout à fait. Mais si tu empruntes ce même chemin tous les jours, petit à petit, un sentier se forme dans la forêt. L'herbe s'écrase, le chemin devient évident et, au bout d'un moment, tu peux l'emprunter facilement sans même y penser. Exactement. C'est la même chose dans ton cerveau avec le langage. Plus tu penses directement en français, plus ce chemin devient fort, jusqu'à devenir automatique. Précisément. Aujourd'hui, on va donc vous donner des stratégies très concrètes pour construire ces chemins du français dans votre cerveau. J'ai vraiment hâte d'en parler. Par quoi est-ce qu'on commence ? On va commencer par ce que j'appelle la substitution mentale. La substitution mentale. Explique-nous un peu plus. En fait, la plupart des apprenants de niveau B1 connaissent déjà beaucoup de mots et de structures en français. Le problème, ce n'est pas le manque de connaissances. C'est l'activation. Exactement.
Les mots sont stockés dans votre cerveau, mais ils ne sont pas actifs. C'est comme des livres posés sur une étagère que vous ne sortez jamais pour les lire. Ah, donc il faut sortir ces livres plus souvent. Voilà, et voici comment faire. Tout au long de la journée, chaque fois que vous pensez quelque chose dans votre langue maternelle, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Comment est-ce que je dirais ça en français ?» Donc, en gros, je surveille mes pensées et je les traduis. Pas exactement traduire, plutôt les exprimer. Je vais te donner un exemple. Ce matin, en préparant mon café, j'ai pensé dans ma langue maternelle. J'ai besoin de plus de sucre. Une pensée très simple. Très simple. Alors je me suis arrêtée et je me suis dit en français, j'ai besoin de plus de sucre. Mais ensuite, je me suis poussée un peu plus loin. Je me suis demandé, comment pourrais-je exprimer cette idée autrement ? Ah, je comprends. Tu pourrais dire « ce café n'est pas assez sucré ». Exactement. Ou bien, j'aimerais ajouter un peu plus de sucre. Ou encore, il faudrait que ce soit plus sucré. Donc tu ne traduis pas juste une seule phrase, tu explores plusieurs façons d'exprimer la même idée. Voilà. Et c'est essentiel parce que ça apprend à ton cerveau à penser de manière flexible en français, au lieu de croire qu'il n'existe qu'une seule traduction correcte. Oui, le langage, ce n'est pas une traduction mot à mot parfaite. C'est l'expression du sens. Exactement. C'est pour ça que c'est si efficace. Donc tout au long de la journée, attrape tes pensées et reformule-les en français. D'accord. Mais voici le point le plus important. Ne le fais pas une seule fois. Essaie de trouver 2 ou 3 façons différentes de dire la même chose. Comme ça, les connexions neuronales deviennent encore plus fortes. Exactement. Et ça te prépare aussi aux vraies conversations, parce que dans la vie réelle, tu dois souvent reformuler si l'autre personne ne comprend pas. C'est tellement vrai. J'ai déjà vécu des situations où je disais quelque chose et la personne avait l'air confuse et je ne savais absolument pas comment l'exprimer autrement. Parce que tu n'avais qu'un seul chemin pour cette idée. Exactement. Mais si on s'entraîne à créer plusieurs chemins, alors j'ai des options. Je peux reformuler facilement. Voilà. Maintenant, je vais proposer un exercice très pratique pour cette semaine à tous ceux qui nous écoutent. Ah, c'est l'heure des devoirs. Choisissez 3 activités quotidiennes. Par exemple, préparer le petit déjeuner, aller au travail et vous préparer à dormir. D'accord, 3 activités routinières. Pendant chacune de ces activités, décrivez dans votre tête ce que vous êtes en train de faire en français, mais forcez-vous à exprimer chaque action d'au moins 2 façons différentes. Tu peux nous donner un exemple ? Bien sûr, imaginons que vous vous brossez les dents. Vous pouvez penser « je me brosse les dents », mais aussi « je nettoie mes dents » ou « je suis en train d'utiliser ma brosse à dents ». Donc même les actions les plus simples ont plusieurs expressions. Oui, et après une semaine de cet exercice, vous allez remarquer que le français commence à venir plus naturellement, parce que votre cerveau a plus de chemin pour accéder à la langue. J'adore cette idée. D'accord, ça nous fait donc notre première grande stratégie, la substitution mentale, avec plusieurs façons d'exprimer la même idée. Très bien. Maintenant, parlons de quelque chose qui est souvent négligé, mais qui est extrêmement puissant. Le monologue intérieur. Le monologue intérieur ? Tu veux dire se parler à soi-même ? Exactement. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu étrange. Mais c'est en réalité l'un des outils les plus puissants pour apprendre une langue. Je dois avouer que je fais ça parfois quand je marche seule. J'ai même parfois de vraies conversations dans ma tête. Et tu les fais en français ou dans ta langue maternelle ? Le plus souvent dans ma langue maternelle. Mais j'imagine que je devrais les faire en français. Alors voilà le point important. Tu n'es pas obligé de tout faire en français dès le début. Parce que ça peut vite devenir écrasant. Exactement. Ce que je recommande, c'est de commencer par un monologue intérieur bilingue. Tu penses une phrase dans ta langue maternelle, puis tu la répètes en français. Donc au début, je traduis encore un peu. Oui, mais la différence, c'est que tu le fais dans un environnement sans pression. Personne ne t'attend, personne ne juge ta grammaire. C'est un espace sûr pour s'entraîner. Exactement. Et avec le temps,
tu vas remarquer quelque chose d'intéressant. Quoi donc? Le français va commencer à venir en premier. Parfois, tu penseras directement en français sans passer par la traduction. Vraiment? Ça arrive naturellement? Oui, mais seulement si tu pratiques régulièrement. Le cerveau est très efficace. Exactement. Il apprend à prendre des raccourcis. Si tu utilises souvent le chemin du français, ton cerveau va comprendre que c'est plus rapide que de traduire. Donc ton cerveau va préférer la route directe en français. Précisément. Alors le monologue intérieur devient une sorte de terrain d'entraînement. Oui. Et voici un autre conseil très important. Rends-le intéressant. Ne te contente pas de décrire des choses ennuyeuses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Beaucoup de gens s'entraînent en pensant « je suis assis, je suis debout, je marche ». C'est utile, mais aussi assez ennuyeux. Exactement. À la place, aie de vraies pensées, des opinions, des réactions, des sentiments. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr. Imaginons que tu vois quelqu'un porter une veste vraiment intéressante. Au lieu de simplement penser « cette veste est jolie », Engage-toi davantage. Pense par exemple « Waouh, cette veste est vraiment élégante ». je me demande où cette personne l'a achetée. J'aimerais bien avoir quelque chose de similaire, mais dans une couleur plus foncée. Peut-être que je devrais chercher quelque chose de semblable en ligne. Ah, je vois. Là, tu as une vraie conversation intérieure, pas juste des étiquettes. Exactement. Tu utilises des phrases plus complexes, des situations hypothétiques, tu exprimes des préférences. Et c'est beaucoup plus précieux pour ton cerveau, parce que c'est exactement comme ça qu'on utilise la langue dans la vraie vie. Oui, on ne fait pas que nommer des choses. On donne des avis, on fait des plans, on se pose des questions. Donc le monologue intérieur doit refléter une vraie pensée, pas juste un exercice de vocabulaire. Exactement. Et voici encore quelque chose de très puissant. Utilise tes émotions. Mes émotions, Oui, quand tu te sens frustré, essaie d'exprimer cette frustration en français dans ta tête. Par exemple, c'est tellement agaçant ou je n'arrive pas à croire que ça arrive. ah, donc du langage émotionnel. Exactement. Quand tu es heureux, pense c'est génial ou je suis vraiment content que ça ait marché. Je comprends. Tu relis les émotions aux expressions en français. Oui, et ça crée des connexions neuronales très fortes parce que les émotions sont traitées profondément par le cerveau. Donc quand la langue est liée à l'émotion, elle reste mieux en mémoire. Beaucoup mieux. C'est pour ça que les gros mots sont souvent mémorisés très facilement dans une langue étrangère, C'est vrai. Même les débutants les apprennent vite. parce qu'ils sont souvent associés à une émotion forte. Mais tu peux utiliser ce principe aussi avec des émotions positives. Donc je devrais exprimer ma joie, ma frustration, ma surprise en français dans mon monologue intérieur. Oui, et avec le temps, le français devient la langue de tes émotions, pas seulement de ton raisonnement. C'est vraiment très puissant. Bon, on a parlé de la substitution mentale et du monologue intérieur. Maintenant, passons à un autre point essentiel, la qualité de l'input. La qualité de l'input. Tu parles de l'écoute et de la lecture, c'est ça? Oui, exactement. Mais pas n'importe quelle écoute ou n'importe quelle lecture. Il faut le bon type de contenu, au bon niveau. Je pense que c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Absolument. Beaucoup d'apprenants intermédiaires font l'une de ces deux erreurs. Quelle est la première erreur? Ils consomment du contenu trop facile. Ils restent sur du niveau débutant parce que c'est confortable. Mais du coup, ils ne sont pas vraiment mis au défi. Exactement. Leur cerveau ne progresse pas parce qu'il n'est pas poussé à évoluer. Et quelle est la deuxième erreur? L'inverse. Ils passent directement à du contenu très avancé, comme les journaux télévisés ou des articles universitaires. Et là, ils se sentent dépassés et découragés. Exactement. C'est pour ça que la clé, c'est ce qu'on appelle l'input compréhensible. L'input compréhensible. J'ai déjà entendu ce terme. Ça veut dire quoi exactement? Ça désigne un contenu légèrement au-dessus de ton niveau actuel. Tu comprends la majorité, disons 70 à 80%.
Mais il y a aussi de nouveaux mots et de nouvelles structures qui te challengent. Donc tu es à l'aise, mais tu apprends quand même. Exactement. C'est la zone idéale pour entraîner ton cerveau. Comment est-ce que les gens peuvent trouver du contenu à ce niveau-là? Excellente question. Pour les apprenants de niveau B1, je recommande plusieurs stratégies. Je suis prêt à prendre des notes. D'abord, cherchez du contenu conçu spécialement pour les apprenants à votre niveau. Il existe des podcasts, des chaînes YouTube et des lectures graduées faites pour les niveaux intermédiaires. Comme notre podcast. Exactement comme Talk Paris. On crée du contenu accessible, mais aussi suffisamment stimulant pour les apprenants B1. Et la deuxième stratégie? Utilisez du contenu authentique, mais avec du soutien. Du soutien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, regardez une série ou un film avec des sous-titres en français. L'audio est authentique, au niveau natif, mais les sous-titres t'aident à suivre. Ah, c'est malin. Tu entraînes ton oreille tout en ayant un filet de sécurité. Exactement. Et voici un conseil avancé. Je t'écoute. Si tu utilises les sous-titres, essaie de lire légèrement en avance. Lire en avance? Oui, jette un coup d'œil à la prochaine réplique avant qu'elle ne soit prononcée. Comme ça, ton cerveau sait déjà ce qu'il doit écouter. Ah, donc tu prépares ton cerveau au son qui arrive. Exactement. C'est très efficace pour améliorer la compréhension orale. Et pour la lecture, comment devrait-on s'y prendre au niveau B1? Pour la lecture, je recommande ce que j'appelle la règle des 70%. La règle des 70%. Si tu lis un texte et que tu ne comprends pas plus de 30% des mots, c'est trop difficile. Mets-le de côté et choisis quelque chose de plus simple. Donc il faut comprendre au moins 70% naturellement? Oui, à ce niveau-là, tu peux deviner le sens des mots nouveaux grâce au contexte, comme le font naturellement les locuteurs natifs. C'est logique. Si on s'arrête à chaque phrase pour chercher un mot, on ne lit plus vraiment. Exactement. On fait juste un exercice de traduction, ce qui n'aide pas la fluidité. Alors, quel type de lecture tu recommandes? Pour le niveau B1, j'aime beaucoup les lectures graduées. Ce sont des romans ou des histoires adaptées avec du vocabulaire et de la grammaire à ton niveau. Ça ne fait pas un peu trop simplifié parfois? Parfois oui, mais il existe de très bonnes lectures qui racontent des histoires vraiment intéressantes. L'essentiel, c'est de pouvoir lire de manière fluide, sans s'arrêter tout le temps. Parce que ce qu'on cherche, c'est la fluidité. Exactement. Tu veux que ton cerveau ressente le flux du français, pas l'arrêt permanent pour chercher des mots. On peut aussi lire du contenu authentique, comme des articles de presse ou des blogs, surtout si tu choisis des sujets qui t'intéressent vraiment. Pourquoi l'intérêt est-il si important? Parce que quand un sujet t'intéresse, ton cerveau est beaucoup plus motivé pour comprendre. Tu surmontes plus facilement les difficultés. Donc je devrais lire en français sur mes passions et mes centres d'intérêt. Absolument. Si tu aimes la cuisine, lis des blogs de cuisine. Si tu es passionné de technologie, lis des articles tech. Si tu suis le sport, lis des actualités sportives. Ton cerveau fera plus d'efforts pour comprendre, parce qu'il veut l'information. Exactement. La motivation est essentielle. Maintenant, parlons d'un autre aspect crucial de l'input, la répétition et la révision. Ah, écouter ou lire la même chose plusieurs fois. Oui, mais pas de la manière dont la plupart des gens l'imaginent. Comment ça? Beaucoup pensent que répéter, c'est lire le même article 5 fois d'affilée jusqu'à comprendre chaque mot. Et ce n'est pas très efficace. C'est efficace, mais aussi très ennuyeux. Voilà. À la place, je recommande ce que j'appelle la réexposition espacée. La réexposition espacée. Par exemple, tu écoutes un épisode de podcast aujourd'hui, puis tu le réécoutes 3 jours plus tard, et peut-être encore une fois une semaine après. Pourquoi espacer comme ça? Parce qu'à chaque fois que tu y reviens, ton cerveau est dans un état légèrement différent. Tu as appris davantage, tu as pratiqué plus. Du coup, tu comprends le contenu à un niveau plus profond. Ah, intéressant. Donc la première fois, tu comprends peut-être 70%, la deuxième fois 85%, et la troisième fois, tu comprends presque tout et ça devient fluide. Exactement. Et ce sentiment de progrès est extrêmement motivant. Et en plus, tu renforces ces chemins neuronaux à chaque fois. Oui.
Les structures du français deviennent de plus en plus solides dans ton cerveau. D'accord. Passons maintenant à ce qui est peut-être le plus important, l'output. L'output, donc parler et écrire. Exactement. C'est là que tu utilises activement le français que ton cerveau est en train de construire. J'ai l'impression que c'est ce qui fait le plus peur aux apprenants. Tu as tout à fait raison. Beaucoup de personnes passent des années à écouter, lire, étudier le français, mais elles ont peur de parler. Pourquoi cette peur? Principalement la peur de faire des erreurs, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de ne pas être compris. Ce sont des peurs très compréhensibles. Oui, mais voici la vérité. Tu ne peux pas entraîner ton cerveau à parler sans parler réellement. C'est comme apprendre à nager. On ne peut pas apprendre uniquement en regardant des vidéos de gens qui nagent. Exactement. À un moment donné, il faut entrer dans l'eau. Alors, comment commencer? Tout le monde n'a pas des amis francophones pour s'entraîner. C'est vrai. Et ce n'est pas un problème. On peut commencer par parler à soi-même. Comme le monologue intérieur dont on a parlé. Mais là, tu veux dire parler à voix haute? Oui, exactement. Mais on peut aller encore plus loin. Il existe différentes façons de s'entraîner à parler seul, et certaines sont plus efficaces que d'autres. Parle-nous des méthodes les plus efficaces. L'une de mes préférées s'appelle le shadowing. Le shadowing? Oui, tu écoutes un locuteur natif, par exemple un podcast ou une vidéo, et tu répètes ce qu'il dit en essayant d'imiter son rythme, son intonation et sa prononciation. Donc tu l'imites en temps réel. Exactement. Il existe plusieurs niveaux de shadowing. Au niveau débutant, tu mets pause après chaque phrase et tu la répètes. Ça semble faisable? À un niveau plus avancé, tu parles en même temps que l'orateur, comme un écho. Ça a l'air difficile. Ça l'est, mais c'est extrêmement efficace, parce que tu entraînes tes muscles, ton rythme et ta fluidité en même temps, avec un modèle de français authentique. Exactement. Ton cerveau commence à intégrer le rythme naturel et la fluidité du français. Quelles autres techniques de pratique en solo tu recommandes? Une autre méthode très puissante, c'est de t'enregistrer. Oh, je n'aime pas trop entendre ma propre voix. La plupart des gens n'aiment pas ça, mais c'est extrêmement utile. Quand tu parles sans t'enregistrer, tu ne sais pas vraiment comment tu sonnes. C'est vrai. Je peux penser que je suis clair, mais ce n'est pas sûr. Exactement. En t'écoutant, tu deviens ton propre professeur. Tu peux entendre tes erreurs, ton rythme, ton intonation. Et tu peux travailler dessus consciemment. Oui, voici un exercice précis. Choisis un sujet et parle-en pendant 2 minutes en t'enregistrant. Ensuite, réécoute-toi et note 3 choses à améliorer. Seulement 3. Oui, pas plus, sinon ça devient décourageant. Puis enregistre-toi à nouveau sur le même sujet en te concentrant sur ces 3 points. Et tu compares les 2 enregistrements. Exactement. Les progrès peuvent être impressionnants en une seule séance. Et pratiquer avec d'autres personnes? C'est bien sûr l'objectif final, mais tout le monde n'a pas facilement accès à des partenaires francophones. Surtout si on vit dans un pays où le français n'est pas parlé. Heureusement, aujourd'hui, il existe des applications d'échange linguistique, des cours en ligne, des clubs de conversation. Et pendant ces conversations, sur quoi faut-il se concentrer? Beaucoup de gens pensent que le but est de parler parfaitement. Alors que ce n'est pas le cas. Non, le but est de communiquer efficacement. Les erreurs sont même utiles, Comment ça, utile? parce qu'elles montrent exactement ce que tu dois améliorer. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Donc il ne faut pas en avoir peur. Pas du tout. Si tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu ne sors pas de ta zone de confort. Il faut donc trouver le juste équilibre. Exactement. Être un peu inconfortable, mais pas complètement bloqué. Et si on se sent perdu dans une conversation? C'est normal. Tu peux dire des phrases comme « Désolé, pourriez-vous parler un peu plus lentement ?» ou « Je ne connais pas bien ce sujet, on peut en parler autrement ?» Donc on prend le contrôle de la conversation. Exactement. Et voici une autre technique très puissante, le self-talk narratif. Le self-talk narratif? Oui, tout au long de la journée, raconte à voix haute ce que tu fais,
ce que tu penses, ce que tu ressens, en français. Comme un documentaire sur ma propre vie. Exactement. Maintenant, je prépare le déjeuner. Je vais faire un sandwich. Voyons ce qu'il y a dans le frigo. Ça peut sembler un peu ridicule. Au début, oui. Mais c'est très efficace, parce que tu produis du français en temps réel, sans trop réfléchir. Donc c'est très spontané. Exactement. Et c'est ce dont tu as besoin en vraie conversation. Je vois. Fais-le quand tu es seul, sous la douche, en cuisinant, en faisant le ménage. Quand mes mains sont occupées, mais mon cerveau est libre. Exactement. Bon, on a couvert énormément de choses aujourd'hui. Récapitulons rapidement. On a parlé de la substitution mentale, du monologue intérieur, de la qualité de l'input, de la règle des 70%, de la répétition espacée. Et de l'output, le shadowing, l'enregistrement, le self-talk narratif, et comment gérer les blocages mentaux. Mais Sarah, la question que tout le monde se pose, c'est combien de temps ça prend ? Ça dépend de beaucoup de facteurs, le temps de pratique, ton niveau actuel, ton environnement. Il n'y a pas de chiffre magique. Mais tu peux donner une idée générale ? Bien sûr. Avec 15 à 30 minutes de pratique quotidienne, tu commenceras à voir de petits changements en 2 ou 3 semaines. Des petites victoires. Oui. Et après quelques mois, le français devient de plus en plus naturel. Le plus important, c'est la régularité. Exactement. Et surtout, sois patient et bienveillant avec toi-même. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Avant de conclure, si cet épisode t'a aidé, abonne-toi à Talk Paris et partage-le avec d'autres apprenants. Et laisse-nous un commentaire pour nous dire ton plus grand défi en français. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Continue à pratiquer, sois patient avec toi-même, tu fais du très bon travail. À très bientôt dans le prochain épisode. Au revoir à tous.